le stade n'est pas dans leur périmètre de compétence. Donc, ça, c'est lié au ministère de la Jeunesse. Et en plus, qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité et l'encadrement de la manifestation. En dehors de ça, aucun élément pour dire que nous n'autorisons pas la marche. Donc, ceci est tout à fait explicite. Et le fait que des autorités du pays appellent nuitamment d'autres responsables qui n'étaient pas les organisateurs officiels, mais qui étaient membres des forces vives, ne peut pas être considéré comme de manière formelle une interdiction de manifester. Donc vous confirmez devant ce tribunal que la manifestation n'était pas interdite? Elle n'était pas interdite. Merci. Alors, aujourd'hui, puisque formellement les manifestations sont interdites, et il y a à côté des menaces de poursuite en cas de manifestation, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'homme d'État? Déjà, à la tête de l'organisation de la manifestation du 28 septembre, imaginez-vous que si on savait qu'il y avait cet arsenal de barbarie qui était préparé contre les populations, en dehors de toute autre considération politique, vous croyez qu'on allait maintenir cela? Non, on n'allait jamais envoyer des gens à la mort en toute connaissance de cause. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'expérience de notre pays, depuis lors jusqu'à présent, nous montre qu'aujourd'hui, toute petite manifestation, même pour le délestage de courant, est sujet à des manifestations et à dénombrer des morts. En toute responsabilité, sauver les vies est une obligation pour qui que ce soit d'entre nous. Faire fi de cela est une irresponsabilité. Alors, M. Ba, comment est-ce que vous aviez su à l'époque que les autres leaders qui se sont retrouvés plus tard avec vous à la clinique Pasteur ont été transportés par Toumba Diakité? Je l'ai vu les prendre et les amener. Ah, vous l'avez vu prendre? Bien sûr. Et nous sommes restés derrière. Il était seul ou bien en compagnie? Je ne pouvais pas être affirmatif puisque j'ai vu un groupe partir. Nous étions derrière et je devais m'occuper de la cellule. D'accord. Ensuite, vous avez dit ici que c'est suite à la déclaration tenue ici à Boulbiné ou prononcée par le président Moussa Dadis Camara que vous avez su qu'il y avait une certaine ombre qui planait au-dessus des têtes, c'est cela? Vous confirmez cela? Bien sûr. Mais est-ce qu'à l'époque, on était à la période électorale? En fin de compte, si on observe bien, il n'y avait aucune disposition qui était prise pour aller vers des élections durant ces 9 mois. Donc ces déclarations-là, on peut les considérer comme une forme d'intimidation ou bien il fallait les considérer comme des propos pragmatiques? Vous l'avez situé dans quel cadre? Pour nous, c'était une alerte, un engagement formel du président de la transition pour indiquer qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni les membres du CNDD, et qu'au mois d'avril 2009, qu'il y ait une autre déclaration, c'était plus ou moins une remise en cause d'un engagement. Oui, Monsieur Ba, face à une telle déclaration, qu'est-ce qui était beaucoup plus, disons, si vous voulez, opportun entre des pourparlers, entre le dialogue
et la manifestation. Qu'est-ce qui était opportun? Lorsqu'on a entendu ça, l'ensemble des forces vives, tous les responsables, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du capitaine Moussa Keïta, secrétaire permanent du CNDD, pour dire que la déclaration que nous venons d'entendre est une alerte et une source de préoccupation. Et d'user, nous voulons rencontrer le capitaine Dadis Camara pour qu'on entende de vive voix une réaffirmation de son engagement solennel de départ. Ça, c'était le premier acte. Nous n'avons pas eu de réponse dans l'immédiat. Le deuxième acte, je ne sais plus si c'est avant ou après, nuitamment, avec le doyen Jean-Marie Doré et M. El Al-Bari, nous nous sommes rendus au camp Alpha Yaya pour rencontrer le capitaine en dehors de tout autre groupe pour parler et pour essayer d'infléchir la position. Nous n'avons pas eu de réponse. En d'autres termes, tout ce qui allait dans le sens de l'application de cette orientation a été confirmé dans la suite par le mot d'ordre lancé par le secrétaire permanent du CNDD, Dadis Oulamor. D'accord. Alors, je pense que vous n'avez pas répondu directement à ma question. C'était de savoir qu'est-ce qu'il fallait privilégier. Et nous avons privilégié, et pardonnez-moi de revenir là-dessus, c'est dans cette disposition de privilégier le dialogue qu'une commission paritaire a été mise en place au mois de juillet pour 11 personnes de force vive et 11 proches ou membres du CNDD au niveau du Palais du Peuple pour vous revoir les voies et moyens pour remettre, disons, l'entente de part et d'autre. Mais malheureusement, c'est à ce niveau-là, comme je l'ai dit, au lieu d'aller dans cette direction, le seul résultat, c'était de dire maintenant on organise les présidentielles en lieu et place des législatives. Et là, ça a été, comme je l'ai dit, un autre facteur aggravant où la compétition pour la présidentielle a pris le dessus sur toute autre considération avec comme enjeu et comme acteurs les membres du CNDD qui avaient déjà choisi une option pour aller participer aux présidentielles. Alors, puisque vous êtes là pour des faits précis, notamment vous alléguez avoir reçu des coups, n'est-ce pas? J'aimerais revenir sur une des questions. Est-ce que vous avez identifié formellement celui-là qui vous a porté des coups? Non. Pas du tout. Pas du tout. Donc, si on devait conclure, toutes ces personnes que vous avez pu identifier, notamment le colonel Tcheboro, le commandant Aboubakar Diakité, ne sont pas celles qui vous ont porté des coups, c'est cela? Bon, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, ce n'est pas à titre individuel. Par exemple, il y a eu une rencontre qui a été organisée par la suite où nous avions nos bandages et nous nous sommes retrouvés à Abuja. Et la question de la responsabilité a été posée. Et en d'autres termes, le commandant en chef des forces armées, indépendamment de sa responsabilité individuelle, est responsable de tout ce qui peut se faire au nom des forces armées. Monsieur Ba, je sais que vous êtes un grand intellectuel parce que j'ai un peu parcouru votre brillante carrière en tant qu'étudiant, en tant que professionnel. Je sais que vous avez bien étudié, mais je voudrais savoir, est-ce que vous êtes à même de reconnaître qu'un seul doute profite à l'accusé? Vous le savez en droit. C'est au tribunal d'apprécier. Oui, est-ce que... Parce que vous avez quand même eu quelques cours de droit.
Vous savez que le doute profite à l'accusé. Vous êtes d'accord? Mais bon, c'est hors de ma compétence. D'accord. Mais lorsque vous dites que vous n'êtes pas en mesure de dire exactement la mémoire, je ne sais quoi, le temps, ceci, cela, est-ce que tous ces facteurs-là ne viennent pas ici remettre en question ce que vous revendiquez devant ce tribunal? Vous savez, nous étions des milliers et chacun a sa part de vérité. Et comme on n'a pas un regard omniscient, chacun de ceux qui ont vécu ces moments terribles peut vous donner une parcelle de ce qu'elles ont vécu. Et c'est le regroupement et la collecte de tout cela qui peut permettre d'avoir une vision plus exhaustive et plus réelle de ce qui s'est réellement passé. Alors, une question. Est-ce que vous, M. Bahouri, à la place de M. Sidia Touré, qui avait reçu la veille un appel notamment du capitaine Dadis, en vue de reporter, si vous voulez, la manifestation qui était programmée pour le lendemain, est-ce que vous, à la place de Sidia, qu'est-ce que vous auriez fait? Bon, la seule chose qui aurait pu être faite, le report ne pouvait pas être prise par une personne, quelle qu'elle soit. L'Assemblée générale des forces vives, elle était souveraine. Et c'est l'une des raisons qui a fait que chaque question, à partir du moment où elle est nouvelle, devrait faire l'objet d'une Assemblée générale pour qu'on avance. Alors, ce jour-là, dans votre déclaration ici tout à l'heure, vous l'avez dit, qu'une fois chez le doyen Feu Jean-Marie Doré, qui d'ailleurs vous a informé avoir reçu des menaces, n'est-ce pas? Je ne suis pas formel, mais il n'avait pas l'air d'être enthousiaste au prime abord d'aller au stade. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, puisque des religieux devraient passer par la suite, qu'ils restent sur place avec un ou deux autres leaders politiques pour les attendre. Et par la suite, comment est-ce que M. Sidia vous a annoncé, dans quel ton, dans quelle posture vous a-t-il informé de l'appel ou comment on appelle, de la communication qu'il a eue avec le président Dadis? Dans quelle posture? Comment est-ce qu'il était? Est-ce que c'était une manière de vous exprimer qu'il avait fait l'objet de réprimande, ou bien qu'il a été, si vous voulez, cuisiné? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il l'a fait? C'était d'un bon ton et puis d'une conversation, pas d'une réunion. On n'était pas là-bas pour une réunion. On était là-bas en attendant. Est-ce que, colonel Pivi, que vous connaissez, pouvait s'en prendre aux citoyens, notamment en les séquestrant, en les affligeant des sévices corporels ou des tortures morales, physiques, psychiques, ainsi de suite? Est-ce qu'il est capable de commettre ces faits? Ça m'étonnerait. Ça vous étonnerait? Ouais. Alors, vous savez, est-ce que c'est à vous, Monsieur le Président, du moment où vous n'avez donné aucun ordre, vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous vous voyez mieux placé pour éclairer la religion de ce tribunal sur des événements qui se sont produits dans le stade du 28 septembre? Oui, maître, je
crois que j'en ai suffisamment parlé depuis mon premier passage jusqu'à maintenant. Sauf que je ne voudrais pas aussi en abuser de... C'est bon, si vous estimez. Voilà, de la patience de la Cour. D'accord. Sinon, Alors, j'en ai suffisamment parlé, oui. Alors, M. Diakité, pour sa défense, a déclaré devant ce tribunal qu'il y avait un groupe de jeunes dans l'enceinte du camp Al-Fayaya et que ces jeunes étaient entretenus par vous via un de vos officiers. Est-ce que ces allégations sont vraies? C'est pour cela d'ailleurs, quand un pénaliste parle, ce sont des preuves. Quand il y a des preuves, je pense que des preuves tangibles, on peut en parler, mais ça, ce sont des allégations. Pour moi, je ne vais pas me jeter dans ces allégations. Moi, je veux juste, s'il est vrai, qu'il y ait des preuves tangibles devant la Cour. D'accord, devant ce tribunal. Pour éclairer la lanterne de la Cour. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais faire lecture d'une partie de la déposition de feu... Décoiffez-vous, messieurs. De feu Sambarou Diamankan, à la date du 22 mars 2016. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Parlant des recrues de Kaléa, ils ne sont jamais venus au bataillon proprement dit de Conakry. Oui. Diamankan, qui était-il? Le Diamankan était un grand guerrier, reconnu de toutes les forces armées. J'ai fait la Sierra Leone avec cet homme. Paix à son âme. Est-ce que c'était le responsable du camp au moment des faits, n'est-ce pas? C'était le responsable du camp Al-Fayaya. Et dans mon PV même, j'ai même mentionné dans mon PV de demander le doyen Diamankan si un seul jour il m'a vu lui donner des instructions. Ça veut dire que le commandant Diamankan, paix à son âme, tout ce qu'il va dire ici, il n'est plus de ce monde, mais c'est un homme que je l'ai connu en Sierra Leone. Donc, ce monsieur le Président, confirme effectivement qu'il n'y a jamais eu la présence des recrues de Kaléa au camp Al-Fayaya. Et mieux que ça, il suit une autre déposition, là où il dit, je fais lecture, à ma connaissance, aucun militaire n'est sorti ce jour du camp Al-Fayaya en ma présence. Ça, c'est dans la déposition du feu Diamankan. Ensuite, il déclare également, je n'ai assisté à aucune réunion, j'imagine, le 27 septembre 2009. C'est-à-dire la veille des événements. D'ailleurs, c'est vous qui m'informez qu'il y a eu cette réunion. Est-ce que, Monsieur le Président, entre cette déposition de feu Diamankan et les allégations tenues à cette barre par votre ancien aide de camp, qui a déclaré ici qu'il y a eu réunion à la veille des événements du 28 septembre, que des militaires sont sortis du camp, qu'il y avait la présence des éléments de Kaléa au camp Al-Fayaya, quelle est, selon vous, la déclaration que ce tribunal
devrait retenir? Maître, moi j'estime que puisque Feu Diamankan n'est plus de ce monde, et comme je l'ai tantôt dit, c'est un homme que je l'ai pratiqué. Et le connaissant, j'estime que sa déclaration Doit faire foi. oui. Ne Merci. répondez pas pour lui, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Ok, pas de problème. J'estime que si le feu Diamankan était... D'autres questions? Alors, Monsieur le Président, il y a un paquet de parties civiles. Je vais me permettre la lecture d'un procès verbal dans cette affaire qui m'a irrité. Lorsque je suis parvenu à ce procès verbal, je ne sais pas si c'était dans un film ou si c'est un fait réel. Il y a le procès verbal du nommé Mamadou Selou Diallo. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on lui a demandé quelles sont vos prétentions, il déclare ceci: je demande le remboursement de la somme de 400 000 $ que j'empochais. Mon portable et la somme de 750 000 francs guinéens. Ce monsieur déclare qu'au stade du 28 septembre, qu'il s'est rendu au stade du 28 septembre avec 400 000 $ en poche et une somme de 750 000 francs guinéens, ainsi que son portable. C'est écrit noir sur blanc dans ce procès verbal. Est-ce que, Monsieur le Président, à votre avis, cela relève de l'imaginaire ou bien cela est un fait probable, plausible? Vous savez, maître, en matière de procédure pénale, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est ça. Alors, c'est au tribunal de faire la part des choses. Donc, tout ce qu'on peut dire, ça peut ne pas être ça. N'importe qui peut dire n'importe quoi. D'autres questions? Est-ce que ce n'est pas la preuve que cette procédure a été biaisée? J'estime, oui, c'est la preuve. Est-ce qu'on pouvait prendre une telle partie civile au sérieux, selon vous? Ça dépend de la conviction de la Cour. 400 000 $ quand même. D'autres questions? Monsieur le Président, lors du passage de colonel Pivi à la barre, j'espère que vous étiez là. Comme vous l'aviez dit, vous faisiez semblant de somnoler, alors qu'en réalité vous suiviez tout, n'est-ce pas? Oui. Ici, il a été dit que le colonel Claude Pivi aurait, si vous voulez, loué un hôtel en face de l'aéroport pour y loger des milices venant de Caléa. Est-ce que, selon vous, ces faits ont eu lieu? J'estime que ça m'étonnerait que Claude Pivi parte louer
un hôtel, si cela est vrai, il y a encore des preuves. Il y a encore des preuves, n'est-ce pas? Il y a des preuves, mais s'il n'y a pas de preuves, ça ne peut être que des racontards ou des allégations. Est-ce que vous aviez commis, colonel Claude Pivy, à cette tâche d'aller louer un hôtel, d'y loger des recrues de Caléa? Non, c'est pourquoi je dis que ça m'étonnerait. Alors, par rapport à la thèse de colonel Claude Pivy, qui soutient devant cet auguste tribunal qu'à la date du 28 septembre, au petit matin, il s'est rendu à Manéa dans le cadre d'une mission spéciale que vous l'auriez confiée. Est-ce que, Monsieur le Président, vous confirmez cette thèse? Oui. Vous confirmez donc cette thèse, n'est-ce pas? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, notre armée a du chemin. Est-ce que pendant votre régime, il y avait une quelconque possibilité qu'on confie de pareilles tâches à un policier ou à un gendarme? En ce qui concerne, si vous voulez, la recherche et l'interpellation de militaires incontrôlés, est-ce qu'on pouvait confier ça à un policier ou à un gendarme? Mais il faut connaître d'abord les hommes. Pardon? Les hommes. Je dis il faut connaître les hommes. Il ne faut pas sacrifier des hommes. Il faut leur connaître, leurs compétences. Et c'est ça le choix du chef. Donc lorsque des militaires ont des armes de guerre, c'est pas n'importe qui peut les arrêter. Donc il fallait un Claude Pivy pour ce genre de situation. Parce qu'il en avait fait aussi assez. Donc c'est lui qui pouvait faire ça, n'est-ce pas? Oui, à ma connaissance et à mon humble avis. Est-ce qu'en sa qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'était-il pas dans son rôle? Ici, c'est lorsque la population est menacée, on ne parle plus de rôle de ceci, de cela, non. Une population qui est menacée. Monsieur le Président, excusez-moi, je voudrais dire, lorsque des militaires s'emparent de véhicules, s'emparent d'armement, d'accord? Oui. Vous ne savez quel nombre d'armes ils détenaient, vous ne saviez quel nombre d'engins roulants étaient à leur disposition. Est-ce que le fait de commettre votre ministre chargé de la sécurité présidentielle, parce que, sans oublier que vous étiez venu en qualité de militaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et que d'autres militaires s'emparent d'armement, n'est-ce pas votre présidence qui était menacée en ce moment? Même pas la présidence. On peut supposer, n'est-ce pas? Oui, même pas la présidence en tant que telle, mais la population. Vous avez le pouvoir, il faut d'abord penser à la population. Lorsque les fonctionnaires, les cadres ou des institutions, des hauts fonctionnaires des institutions, on les arrête par les armes. Mais quand on est chef, il faut rapidement prendre des dispositions, mettre fin à ça. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Ceux qui peuvent comprendre autrement, mais j'estime que en ce moment-là, je ne voyais que Claude Pivy qui pouvait le faire, des militaires en armes. D'autres questions? Donc c'est votre discrétion, Monsieur le Président, qui vous a conduit à choisir colonel Pivy, n'est-ce pas, pour mener à bien cette mission? Oui, parce que je savais qu'il pouvait assumer correctement cette mission. Cette mission, oui. Était-ce la seule mission qu'il avait accomplie à cette date, dans ce cadre? Bon, je pense qu'après cette mission, il est... Non, avant cette dernière mission, bon. Est-ce qu'il avait
est-ce qu'il avait accompli des missions de cette nature, traquer des militaires désobéissants? Oui, très, très réputé dans ça d'ailleurs. Très réputé dans ça et dans... Donc vous confirmez qu'il était parfaitement dans son rôle régalien que vous lui aviez confié? Oui. Alors, confirmez-vous que colonel Pivi a joué le rôle de ratissage avant votre arrivée à l'abbé? Le rôle de ratissage avant votre arrivée à l'abbé. C'est lui qui se serait rendu avant vous, n'est-ce pas? Bon, ça, je crois que c'est une forme de... Je veux dire, c'est un terme que je... Laissez-le répondre. Non, je veux dire que je ne maîtrise pas le S'il terme. vous plaît, maître, il faut qu'on s'entende. Quand vous finissez de poser votre question, l'accusé commence à répondre, laissez-le continuer, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Le ratissage, dans notre langage, c'est quand il y a des opérations et pour en finir, mais par rapport à cette question, c'est juste aller étudier le terrain, voir ce qui peut se passer en bien ou en mal, afin d'attirer l'attention de l'autorité. Monsieur le Président, on a même posé la question dans cette même salle, je crois, un des avocats de la partie civile, qui aurait demandé au colonel Pivi ce pourquoi on avait fait survoler l'espace aérien de l'abbé par des MiG, par des, si vous voulez, des hélicoptères et en faisant trop de bruit dans la ville. Monsieur le Président, est-ce que, vous savez, lorsqu'un président européen ou américain, par exemple, se déplace en Afrique, vous savez quel est le nombre de militaires qui l'accompagnent? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup de militaires. Oui. Alors qu'il n'est pas dans son pays, il vient dans notre pays. Oui. Et même dans une ville, hein, même dans une ville. Même dans une ville aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que en vous rendant ou avant de vous rendre à l'abbé, votre armée, notamment votre garde présidentielle d'alors, qui a pris soin de survoler l'espace aérien de l'abbé et, si vous voulez, d'aller faire la lumière, n'est-ce pas, sur tout le territoire avant votre arrivée, est-ce que cela pourrait constituer une quelconque faute? Absolument pas, parce que l'aviation n'a pas commis de dégâts. Merci. Et la population n'a pas eu un seul cas de malheur, à ce que je cherche. Donc, cette opération n'a causé aucun dommage, n'est-ce pas? Aucun dommage. Merci. Monsieur le Président, alors, je vais bientôt terminer. Est-ce que, à cette date, là où vous êtes présentement, vous avez confiance en la justice guinéenne? Oui, j'ai confiance en la justice guinéenne. C'est pourquoi j'avais toujours œuvré pendant plusieurs années à me présenter devant la justice. Oui, vous savez pourquoi cette question? Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'a jamais voulu que ce procès se tienne. Oui. Alors que, en réalité, tous les actes qui soutiennent la tenue de ce procès ont été posés pendant le régime précédent. Oui. Comprenez? Oui, bien sûr. Parce que vous avez dit tout à l'heure que la justice ne fonctionnait pas normalement et qu'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à la justice.
Mais est-ce que du moment où tous les actes, notamment y compris l'acte de saisine de ce tribunal criminel, ont été posés avant cette date, est-ce que vous êtes à même de nous dire que vous faites confiance toujours en la justice? Oui, la preuve, l'audience a été ouverte depuis le 27 septembre. Autrement, on ne serait pas là. Chose qu'on n'a jamais vu. Après que même la partie civile ait tapé à toutes les portes, on n'a jamais vu ça. Donc, je pense que c'est une lueur d'espoir. Et il faut avoir confiance à la justice. C'est un acte citoyen, je suis d'accord. On doit avoir confiance à la justice. Mais ce que je voudrais savoir, je ne sais pas si je me fais comprendre, Monsieur le Président, vous pouvez m'aider. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Ma question... En termes simples alors, parce que quand vous commentez trop, il se peut Ma question est la suivante. Est-ce que, du moment où tous les actes qui saisissent ce tribunal ont été posés pendant des périodes où Monsieur le Président Dadis n'avait pas confiance en la justice, mais ce sont les actes posés pendant cette période qui saisissent ce tribunal. Est-ce qu'il continue à avoir D'abord, foi? on n'a jamais entendu ici M. Camara dire qu'il n'avait pas confiance à la justice. Non, je veux dire, pendant le régime passé, il a dit... Il a toujours dit que ce n'était pas la faute à la justice. C'est ce qu'il a toujours dit. Ouais. Donc, c'est vous qui le dites qu'il a dit qu'il n'avait pas confiance à la justice. Il ne l'a jamais dit ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. S'il a confiance à la justice, ça me rassure. Bon, il l'a dit ici devant tout le monde. Merci, Monsieur le Président, de rappeler. Alors, Monsieur le Président, Ouais. est-ce qu'à date, vous estimez avoir dit la vérité, rien que la vérité, pour que lumière soit faite dans cette affaire? Merci, maître. Du moment que je suis devant le tribunal, je ne me laisserai pas influencer de tout ce qui se dit, de par-ci, de par-là, dans les réseaux sociaux. Non, moi, c'est la justice que je regarde. C'est ce qui est mon problème. Les gens peuvent donner leurs idées comme ils veulent, mais nous sommes devant des professionnels. Ce n'est pas celui qui est à Galapoy là-bas ou bien à Yukunkun là-bas ou bien le citoyen pauvre qui est, c'est pas moi, aux États-Unis qui n'a jamais fait le droit, qui va influencer cette justice. Non. Je sais et j'ai la conviction que cette justice va va faire ce jugement à partir du droit. Et quand cela va s'appliquer, j'estime que chacun prendra son destin en main. Donc, c'est ça, maître. Donc, je ne me laisserai pas influencer par X ou Y. Non, je n'ai rien à faire avec Paul. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez le fait que votre aide de camp, après vous avoir empêché de vous rendre au stade, à la date du 28 septembre 2009, qu'il se soit rendu au stade, Est-ce que vous comprenez cette situation? Oui, maître, comme je l'ai dit, que c'est lui seul qui sait, qui a son schéma, sa stratégie. Alors, donc, c'est ça, maître. Donc, vous ne comprenez donc pas ce pourquoi il s'est rendu au stade? Non, moi, je me dis simplement que ça ne se fait pas. S'il l'a fait, c'est qu'il avait un autre agenda caché. C'est ce qu'il a prouvé. Une petite question par rapport au 3 décembre.
Est-ce que, Monsieur le Président, en vous y rendant ce jour, 3 décembre 2009, au camp Kundara, actuel camp Makambo, est-ce que votre intention était d'arrêter ou de faire arrêter votre ancien aide de camp? Maître, comme je vous l'ai dit, le moment venu, j'estime que mes avocats ont déjà... La situation est là, on est dans une procédure. Donc, ça ne peut pas impacter, à ma connaissance, ça ne peut pas impacter les faits pour lesquels nous sommes là. Les faits pour lesquels nous sommes là, ce sont les événements du 28 septembre, complicité, etc., etc. En ce qui concerne l'affaire de Kundara, j'ai été très clair devant le président, j'ai dit que je ne parlerai pas de ça. Le moment venu... D'autres questions, maître? Alors, pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier d'abord pour l'attention et votre aptitude à répondre à mes questions. Aujourd'hui, quels sont vos sentiments étant devant cet auguste tribunal? Quels sont les sentiments que vous pouvez éventuellement exprimer à l'attention de ce tribunal, mais aussi vos estimations quant à la tenue de ce procès? Est-ce qu'il y avait lieu si vous étiez président aujourd'hui? Est-ce que c'est un procès que vous auriez organisé ou bien vous auriez trouvé une autre stratégie pour édifier les Guinéens sur cette histoire, mais aussi qu'est-ce que vous auriez pu faire? Je vous remercie. Ok, par rapport à votre question, maître, comme je l'ai dit, mes sentiments par rapport à cet auguste tribunal, je veux juste dire que ce tribunal que je vois constitué va rendre une justice équitable. J'ai la conviction, parce que ce sont des professionnels. Ensuite, c'est pour beaucoup de critères que j'ignore que ce tribunal a été constitué. Ça, c'est mon sentiment à moi. Et je me dis que c'est le droit qui va faire, qui va jouer ici, le droit. Rien d'autre. Ce n'est pas une justice juridico-politique, non. J'aurais douté. Parce que une justice juridico-politique, c'est un peu compliqué. Mais c'est une justice qui est là, qui n'a pas besoin de politique. Rien que le droit. J'estime que à ce niveau, moi j'ai la ferme conviction et j'ai confiance. Ensuite, par rapport à la deuxième question, je me dis simplement que si le procès a été organisé, il faut se dire la vérité, il faut être patriote de le faire. C'est ce qui manque un peu aussi à ce peuple. Il faut avoir le courage. Sinon, entre-temps, les gens disaient, bon voilà,
il faut, je ne sais quoi, un gouvernement démocratiquement élu. Et ces hommes qui sont là, est-ce qu'ils sont dans un gouvernement? Est-ce qu'ils ont besoin d'un gouvernement démocratiquement élu? Non. Ce sont les fils du pays. C'est la loi. Même si c'était un gouvernement démocratiquement élu et que le choix revenait à ces hommes, il ne faut pas qu'on arrive à faire des amalgames. Si les autorités, l'homme qui a eu le courage d'organiser ce procès pour qu'il y ait la lumière et que les familles des victimes soient soulagées, non seulement du côté guinéen, mais sur le plan international, nous ne pouvons que dire que c'est un courage patriotique. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut des hommes courageux. Voilà, maître, par rapport... D'autres questions? Pour terminer, Monsieur le Président, je réitère mes remerciements et je vais vous demander, en ce qui vous concerne, vous estimez-vous coupable ou responsable d'une quelconque infraction? Vous estimez-vous coupable ou responsable d'une quelconque infraction? Maître, à date d'aujourd'hui, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Et je ne me vois pas coupable devant cet auguste tribunal. Parce que rien ne prouve, comme je l'ai tantôt dit, le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Comme disait tantôt Maître Sidram, paix à son âme, disait que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. C'est-à-dire, lorsque tu déclares quelque chose, lorsque ces faits sont là, avec des preuves, tu ne peux plus nier. Donc, eu égard à tout ça, je me dis que je ne suis pas coupable et je n'ai aucune responsabilité pénale devant cet auguste tribunal. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Merci, Auguste Tribunal. Merci, Monsieur le Président Dadis Camara. Merci, Maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis déjà très heureux que les bases aient été jetées, que l'accusé ait confiance au tribunal. C'est très important. Je suis aussi très heureux que ce matin, il se porte bien. Et que cette température continue, vraiment, ce serait très salutaire. Monsieur le Président, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle. C'est bien vous. L'autre a renoncé, d'abord il a été évincé, ensuite il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc c'est un citoyen devant moi. Posez des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Camara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître. Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête? Merci, maître.
Je voulais juste demander une doléance à Monsieur le Président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage, lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Yomba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. Si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire il a renoncé. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement, avec respect, au tribunal, que M. Maître Yomba, j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant, et que si il venait de manière très très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il pourra aider la Cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui, d'où par conséquent, lorsque vous parlez de Dadisso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration, certes, et je le dis, parce que je sais très bien, si c'est parce que, comme vous le dites, on s'est connus à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes hargneux contre moi, et j'attire l'attention de Monsieur le Président, il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international, Monsieur le Président. Alors, ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses, je pense que cela ne va pas se répéter ici. Alors, Monsieur le Président, voilà, c'est bon, on vous comprend, Monsieur Camara. Et comme je vous l'ai toujours dit, vous connaissez maintenant vos droits, je n'ai pas besoin de les rappeler. Et rassurez-vous que le tribunal va veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Que ce soit vous, que ce soit les autres accusés, que ce soit les autres parties. Quand je parle des autres parties, j'inclus les conseils, c'est-à-dire les avocats aussi dedans. C'est pourquoi je rappelle toujours qu'on doit se traiter ici avec courtoisie, à commencer par le tribunal. Quand le tribunal, même en s'adressant à vous, il le fait avec courtoisie. Donc, il faudrait que ça soit ainsi et le tribunal va y veiller. Ça se passera comme ça. Ici, on va le faire avec respect pour tout le monde. J'espère que vous me comprenez. Oui, Monsieur le Président. Cela n'empêchera pas Maître Yomba de poser ses questions. Il va le faire, on va demander à Maître Yomba de poser ses questions de la façon la plus courtoise, tout en laissant votre personnalité tranquille. Et à vous aussi de répondre à ces questions sans arrière-pensée. Parce que je vois déjà une adversité qui s'installe entre vous, parce que quand vous dites qu'il a passé tout son